Bonjour et bienvenue sur Les Visionnaires, l'émission dédiée aux professionnels de la coiffure. Ici, nous mettons en avant toutes les personnes passionnées par ce métier afin de casser les codes et inspirer chacun d'entre nous pour mettre en avant ce fabuleux métier. Pour ce nouvel épisode des Visionnaires, nous sommes allés à la rencontre d'une personne qui a réellement marqué l'histoire de la coiffure, Guillaume Bérard. Il a créé la toute première agence de coiffeur studio et il est le cofondateur de la célèbre enseigne Modzer. Passionné et novateur, il nous raconte son parcours incroyable. Il nous montre à travers son histoire que lorsque l'on fonce et que l'on croit en ses rêves, alors tout est possible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Visionnaires. Aujourd'hui, nous sommes avec Guillaume Bérard. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Donc, Guillaume Bérard, c'est le cofondateur de la célèbre enseigne Modzer et le co-créateur de la toute première agence de coiffeur studio. Donc, ça va être un épisode hyper inspirant et intéressant pour tous les coiffeurs qui nous regardent. Donc, voilà. Merci d'être avec nous. Un plaisir. Voilà, plaisir partagé. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à choisir la coiffure comme profession? Bon, c'est venu parce que mes parents, on avait un dîner chez des amis à Saint-Cloud et leur fille, à ce dîner, venait d'apprendre la coiffure. Elle était rentrée dans un très grand salon sur les Champs-Élysées, avenue Montaigne, et elle était tellement ravie et contente d'être dans ce salon. Nous, on était beaucoup plus jeunes qu'elle. Alors, avec mon frère, on a 2 ans d'écart. Oui. Et donc, ça tiltait dans sa tête. Parce qu'elle était tellement joyeuse et de nous raconter ce qui se passait dans le salon, ça nous a ravis. Et quelques temps plus tard, mon frère, lorsqu'il a quitté l'école, il a décidé de faire la coiffure. Il est rentré en apprentissage. Donc il est rentré en apprentissage et puis il a eu une chance inouïe, c'est qu'il a trouvé une place d'apprenti avenue Mozart. Et avenue Mozart, c'était un salon qui s'appelait Elrod. Et Elrod, c'était 2 cousins. Il y en a un qui s'appelait Jean-Yves et l'autre Jean-Marc. Et ce salon, il y avait à l'époque, c'était le salon le plus... il y avait toute la jet set, il y avait Sylvie Vartan, il y avait Carlos qui venait, il y avait aussi beaucoup d'acteurs, voilà, Jean-Claude Réally, tout ça. Et il tombe apprenti dans le plus grand salon de Paris, le plus à la mode. Parce que c'était tout à fait différent des coiffeurs de l'époque. C'était les grands coiffeurs, c'était Carita, Alexandre, mais c'était figé, c'était pas un truc. Et d'un seul coup, ce truc drôle, c'était bien, c'était très à la mode. Donc il a eu cette chance de rentrer dans ce salon. Le soir, lorsqu'il rentrait à la maison, il me racontait sa journée et tous les gens qu'il avait croisés. Et je disais, bah, putain, tu fais un métier, c'est sublime et tout. Alors moi, quelques années plus tard, 2 ans plus tard, j'ai fait la même voilà, le même parcours. Et je suis rentré, je suis tombé en tant qu'apprenti dans un salon dans le 7e. Et ce maître d'apprentissage qui lui venait de monter ce petit salon, mais auparavant il avait travaillé dans un très grand salon qui était avenue Montaigne. Et c'est le même salon que la jeune fille nous avait parlé. Ah, c'est vrai. Et donc de ce grand salon où il y avait une clientèle de l'avenue Montaigne et il coiffait aussi quelques mannequins à l'intérieur de ce salon. Donc il ouvre ce salon, et ce salon c'était un tout petit salon. Donc on s'est retrouvé, lui, le coiffeur, il y avait la coloriste qui l'a suivi, parce que à cette époque-là, les coloristes suivaient les coiffeurs. Oui, c'était plus dans ce sens-là. Et une manucure. Et puis moi, on était 4. Et j'ai eu la chance qu'il m'a appris beaucoup de choses. Trop bien. C'était génial. Et cette chance, c'est qu'il m'a appris très vite. Et tous les matins, on arrivait 20 minutes avant, et je devais faire le chignon de la manucure. Donc je faisais son chignon. Bon, il rectifiait. Au début, il rectifiait, il m'expliquait par rapport au volume et tout, la tâche des attaches et tout. Et puis au bout de 2 ans d'apprentissage, j'étais ravi et je l'ai remercié. Et il me dit pourquoi? Je lui dis parce que je vais m'en aller. Il me dit pourquoi vous avez un contrat de 3 ans? Je lui dis on va faire une rupture de contrat si vous voulez parce que vous m'avez tout appris.
Ah ouais. C'est drôle. Vous aviez envie d'aller voir autre chose, l'apprendre ailleurs. Donc en 2 ans, j'avais tout appris. Dans ma tête, c'était autre chose. C'était qu'à cette époque-là, il y avait Vidal Sassoon. Oui. Et lorsque je voyais les coupes de Vidal Sassoon, les coupes asymétriques, tout ça, et puis être dans ce salon avec des clientes et ses coiffages et tout ça, je voulais voir autre chose. Et puis lui, il coupait les cheveux au rasoir. Ah oui. Vous voyez, ça faisait des cheveux effilés, tout ça. Il n'y avait rien à voir avec... C'est pas la même technique. Ah non, et puis c'était quand même plus moderne, Sassoon. Bah oui, Sassoon. Voilà. Donc je suis parti du salon. Puis entre-temps, j'ai aussi considéré que j'étais débutant coiffeur. Donc, fallait que je continue pour avoir mon CAP. Donc j'ai pris les cours du soir. C'était rue d'Anguin, l'école. D'accord. Et puis j'ai travaillé dans 2-3 salons, entre autres un de Vieux Girard, où vous avez appris j'ai appris à couper les cheveux, là. Et après, je me souviens, un salon rue Bonaparte. Et puis entre-temps, mon frère, je lui dis, j'aimerais bien te rejoindre. Alors il en a parlé à Jean-Yves et à Jean-Marc. Ils avaient déjà des assistants. Et puis 3 semaines plus tard, mon frère me dit, viens te présenter à Jean-Yves, parce qu'il a besoin d'un assistant. Ah ouais, trop bien. Oh, c'est une chance inouïe. Je viens me présenter à Jean-Yves, il me prend tout de suite. Trop bien. Et là, c'est là que on se retrouvait donc, les 2 frères dans le plus grand salon qui, lui, avait déménagé. Ils étaient rue du Faubourg Saint-Honoré. D'accord. En face de chez Alessandre. C'était un très très beau salon. C'était un salon qui était... la décoration, c'est 2001 Odyssée de l'espace. D'accord. C'était knoll, noir et blanc, des séchoirs qui arrivaient du plafond. Il y avait des téléphones sur chaque tablette et tout. C'était assez révolutionnaire comme salon. C'était très beau. Aujourd'hui, on trouverait ça magnifique. Et donc, je me suis retrouvé donc, assistant de Jean-Yves. Bon, je faisais les coiffages de Sylvie Vartan, de tous ces gens-là déjà. Voilà. Et très rapidement, au bout de 2 mois, je suis passé le premier assistant. Trop bien. Et l'assistante qui était avant moi, elle me tenait le séchoir. Parce que je faisais des brushings à 2 mains. On faisait des brushings avec une brosse pneumatique plate. Et ah oui, d'accord, oui. Et comme ça donnait des volumes différents que la brosse ronde et ainsi de suite. Et pour lisser les choses, c'était beaucoup mieux. Mais à 4 mains, c'était plus facile. C'est un luxe d'avoir 2 personnes qui font le brushing. Et elle suivait la brosse et tout ça. Ah oui, d'accord. Vous passez elle faisait le séchoir. Voilà, c'est ça. Et moi, la brosse, comme ça, je pouvais aller dans les mouvements que je voulais. Si je voulais un mouvement comme ça, elle suivait comme ça. Et après, nous aussi, on a continué à faire des brushings à la brosse pneumatique. C'est une brosse qui est plate, voilà. Et du coup, à ce moment-là, c'était déjà en quelque sorte du studio? Oui, alors dans ce salon, mon frère avait... il était passé coiffeur, et puis déjà, il allait plus ou moins en studio de temps en temps. Donc il allait pour coiffer Mireille Mathieu pour une télévision, un truc comme ça, mais il revenait au salon. Il coiffait, il revenait au salon. En fait, il était envoyé pour des... Voilà, c'est ça, ça se passait comme ça. D'accord. Et puis il y avait un autre garçon dans ce salon qui s'appelait Gérald, qui plus tard est devenu notre associé, qui lui s'occupait des perruques. Il y avait une pièce de perruques, et il préparait les perruques pour les clientes et surtout pour les mannequins. Ah oui, bah oui. Parce qu'à cette époque-là, les mannequins, lorsqu'elles allaient en séance, il n'y avait pas de coiffeur, il n'y avait pas de maquilleur, et il n'y avait même pas de styliste. Ah ouais, c'était que le photographe, la mannequin. Là, je parle pour surtout la publicité. Après, il y a des stylistes pour le magazine de mode. Il n'y avait pas. Et les filles, elles avaient leur look à elles. Elles avaient leurs vêtements, ainsi de suite. Les chaussures, tout. Et les perruques. Et elles pouvaient changer de perruque. Elles étaient brunes, rousses, machin. Et Twiggy, lorsqu'on voit les photos de Twiggy, elle se maquille elle-même. C'est pas un maquilleur. Génial, je savais pas tout ça. Et les filles, c'était des transformistes, elles savaient tout faire. Elles savaient tout faire. Wow. Et quand je voyais les photos qui m'ont fait rêver, c'était les verrous de Verouchka. Verouchka, c'est un modèle qui mesurait près de 1m95.
Mais c'était un phénomène. Et les coiffures qu'elle se faisait elle-même, j'ai vu dans Vogue, il y avait des photos d'elle en voyage en Afrique, mais les coiffures sont merveilleuses. Incroyable. Donc, elle utilisait des postiches, des tas de trucs, et puis elle y allait, voilà, elle faisait des trucs bien. En fait, c'était un peu les directrices artistiques. Voilà. Et quand je voyais ça, je dis, bah, nous, coiffeurs, c'est des choses comme ça qu'on doit faire. Bah ouais, voilà. Ouais. Et donc, c'est parce que, alors, vous avez créé ensuite la première agence de coiffeur studio dans les années 60. C'était incroyable pour cette époque-là, c'était hyper novateur. Oui. Bah ça, c'est venu. Comment c'est venu? C'est venu ah, oui. Après. Alors, l'idée de l'agence coiffeur studio, comme il y avait Gérald qui s'occupait des perruques, qui était habitué, et mon frère qui lui avait commencé, puis ils étaient beaucoup plus. Mon frère avait 2 ans de plus. L'autre personne, Gérald, il avait déjà 25 ans. D'accord. Mon frère en avait 22, on était des vieux quand même. Et moi, j'en avais que 20. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 67, il y a eu une crise en France. Après, c'était 68. En décembre 67, le salon a fermé. Il a fermé, ils ont fait faillite. Parce qu'ils avaient beaucoup investi dans les décorations, les trucs et tout, ils ont fait faillite. Et les 2 cousins ils se sont éloignés, ils se sont fâchés, Jean-Yves et Jean-Marc. Qui Jean-Marc? Jean-Yves est retourné chez Carita, et Jean-Marc a monté sa marque, Jean-Marc Magnatis. D'accord, oui. Ah, donc Jean-Marc, c'était Jean-Marc. Ah ouais, Magnatis. Voilà. Ok. D'accord, c'est fou comme le monde est, comme le monde est petit, comme du coup, on comprend plein de choses, quoi. C'est trop bien. Et puis Magnatis, Jean-Marc, commence à faire des studios journaliers, et son ambition c'était de monter son salon de coiffure. Donc Jean-Marc nous voit et il nous demande, il dit venez travailler dans mon salon. D'accord. Ouais. Et nous on dit à Jean-Marc, nous on a une autre idée. C'est quoi votre idée? On a pensé de faire une agence de coiffeurs studio. Il nous regarde et il dit ça c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Alors il dit venez travailler au salon avec moi et puis on va monter cette agence ensemble. Et on regarde, on dit oui, mais nous on veut avoir notre indépendance et on veut monter notre agence nous-mêmes, on ne veut pas travailler pour Magnatis. Oui. Alors il nous a dit bonne chance, il ne croyait pas en nous. Et on était amis, on est restés amis tout le temps. Ah, c'est incroyable. Et donc, comment après vous avez réussi à mettre l'agence en place en fait avec Alors, c'était début 68, puis en plus il y avait les manifs à Paris, ainsi de suite et tout ça. Donc il fallait trouver un lieu pour. Donc on s'est mis chez Gérald qui habitait à Viroflay, il a un tout petit appartement, il avait un 2 pièces. Donc il avait sa chambre et puis son salon c'était que des perruques. Ah ouais. Et moi comme je débutais et tout, je voulais pas aller tout de suite, j'étais pas formé encore quoi. Il y avait un endroit, il y avait plein de voilà, c'est ça. Donc je préparais les perruques et mon frère commençait à faire de la publicité, de la pub aussi pour gagner de l'argent. D'accord. Ouais, parce que c'est ce qui pouvait nous rémunérer, c'est de trouver des budgets publicitaires. Et je me souviens à cette époque-là, il y avait un catalogue qui s'appelait Tricosa. C'était les tricots et tout, et lui leur avait proposé de faire des perruques en tricot. Ah. Ouais. Trop bien, trop bonne idée. C'était une super idée. Et moi qui préparais les perruques et tout, je me suis retrouvé pendant 3 semaines à coller des morceaux de laine pour faire des perruques et tout ça. Mais le résultat était super. Bah ouais, voilà. c'est parce qu'en fin de compte, à cette époque-là, il y avait vraiment tout à faire. Et puis la mode, c'était quand même courage. Il y avait tout s'est passé dans ces moments-là. Vous voyez, il y avait Marie Comte avec la mini-jupe. Il y avait Paco Rabanne, tous ces gens-là. La mode, c'était quelque chose d'important. Et puis c'était nouveau. C'était nouveau. Ça a été la naissance en fait. Oui, voilà. Donc il y avait vraiment tout à faire. Trop bien. Et puis à un moment donné, j'étais appelé au service militaire. Donc au mois d'août, je me suis retrouvé à l'armée.
J'étais un peu triste parce que je pensais être réformé, mais en 68, ils m'ont pas réformé. Donc, quand je suis rentré du service militaire, 1 an et demi plus tard, je réintègre le groupe et il y avait Gérald, Frédéric, la femme de Gérald qui était coiffeuse, qui était devenue coiffeuse de studio, et un autre garçon qui s'appelait Christian. Et moi je réintègre le groupe, on travaillait avec plein de nouveaux photographes. C'est-à-dire, il y avait Sarah Moon, Laurence et Gérald travaillaient beaucoup avec Sarah Moon pour faire les pubs Cacharel, des choses comme ça. Frédéric travaillait beaucoup avec Helmut Newton. Donc il faisait ses coiffures, Lorraine Macal, tout ça. Et ça marchait déjà très bien. Et moi, pendant quelques mois, je leur préparais des perruques pour aller en studio. J'ai eu l'idée de mettre les perruques à l'envers. Donc au début je les mets à l'envers, et puis après je couds du tissu dessus, ça faisait des dégradés comme ça. Puis après je prends les perruques à l'envers, ça fait des coupes dégradées. Super coupe dégradée comme ça, c'était vachement bien. Ça a beaucoup servi à Jean-Louis David par la suite. Et puis en cherchant des idées, un jour je prends des épingles et je tricote des épingles avec les cheveux. Et je fais des huiles comme ça. Et je fais chauffer, je sors le truc, je vois ces mèches en zigzag. Je dis, et puis je brosse, ça fait une touffe comme ça. Je dis, c'est génial. J'en parle à mon frère et à Gérald et à toute la bande. Ils me disent, t'as trouvé une idée géniale. Et c'est vrai, j'avais découvert une autre façon de friser les cheveux. On frisait plus les cheveux au fer à friser, c'était avec les épingles. Trop bien, et ça abîme moins le cheveu. Et ça nous a beaucoup servi. C'est une super idée en fait. En cherchant, en s'amusant, en testant des choses, c'est comme ça que... Ça nous a beaucoup servi. Et on arrive au mois d'août, et au mois d'août, je tenais le booking aussi. Je faisais le perruque et le booking, je prenais le rendez-vous. Et il y a le journal Vogue téléphone. Et il me demande de travailler avec Gérald, Laurence, Frédéric pour le Vogue avec Guy Bourdin. Et ils n'étaient pas liés. Je dis, j'ai un coiffeur qui s'appelle Guillaume. Bon, qu'ils viennent au studio Vogue. Et le soir, j'en parle à mon frère et puis les associés, ils me disent, mais tu sais qui c'est Guy Bourdin, c'est le plus grand photographe. C'est le meilleur photographe. C'est le meilleur photographe de Vogue et tout. Et d'un seul coup, je commence à me dire, je suis un peu audacieux. Et parce que moi, j'ai débuté vraiment. Je suis un peu audacieux. Et j'ai pas dormi de nuit. Le lendemain, j'arrive en studio, puis je rencontre la rédactrice et puis Guy Bourdin, qui est la rédactrice, elle présente les vêtements, les mannequins, ainsi de suite et tout ça. Et elle me dit, qu'est-ce que vous allez faire? Et puis Bourdin, je lui dis, moi j'ai une petite idée. Et puis Bourdin, il me regarde, il me dit, faites ce que vous voulez. Carte blanche. Carte blanche. Je sors mes épingles, je fais mes 8 et tout ça. Je fais, et les 3 mannequins, je leur fais ça. Je sors les cheveux, les mèches, je brosse, ça fait des trucs comme ça et tout. D'un seul coup, ils sont là. La rédactrice qui, elle, c'est Vogue. Donc, pour elle, c'était Lorraine Bacal et trucs machin. Mais pour Guy Bourdin, c'était génial. Il était content parce que Guy Bourdin ne voulait plus travailler avec les coiffeurs français. Il les trouvait ringards. Et donc, il demandait à Vogue de faire venir Christopher de chez Sassoon pour les coiffures, parce que c'était bien plus moderne. Et d'un seul coup, il tombe sur moi. Trop bien. Donc, c'était parfait. Donc, la séance se passe bien, tout ça. J'en parle à mon frère et tout. T'as de la chance, c'est inouï, c'est inouï. 5 jours plus tard, je reçois par un coursier une enveloppe, et dedans, les félicitations de la rédactrice en chef de la beauté en disant Guy Bourdin vous a beaucoup apprécié, il est très heureux de vous avoir trouvé comme coiffeur, parce qu'il voulait, il faisait souvent venir des coiffeurs de Londres, et est-ce que vous feriez une autre séance avec nous? Mais nous savons que vous n'êtes pas de salon de coiffure, vous n'êtes pas rémunéré, vous êtes rémunéré par rapport à la pub. Mais nous, Vogue, on ne paye jamais.
Mais par contre, elle m'avait glissé quelques billets à l'intérieur pour boire comme ça. Et puis bon, et moi, je prends le téléphone, je rappelle, j'appelle, je lui dis, moi je suis ravi de faire une deuxième séance avec Guy Bourdin. Je lui dis, l'histoire de l'argent, pour moi, ça n'a pas d'importance. Je suis très content d'être cité, parce que Vogue, pour moi, c'est mon meilleur magazine. C'est le meilleur magazine. Et vous m'avez donné ma chance. Donc j'ai fait une seconde séance, et puis après ça a duré pendant plusieurs années avec Guy Bourdin. D'accord. Génial. Et là, vous aviez quel âge? Alors là, j'avais quel âge? J'avais... Plus jeune, encore. Bah oui, j'avais 22 ans. Ah ouais. D'avoir cette... Et à 22 ans, d'un seul coup, se retrouver... travailler pour Vogue, avec le plus grand photographe. Et tout seul en plus. Et puis avec des nouveautés. Parce que c'était pas des coiffures. En plus, voilà, c'était innovant. Voilà. Et c'était vraiment vous qui avez apporté cette chose innovante-là. Donc, bien sûr. Génial. Et ça, c'était génial pour nous. Et entre-temps, on a fait des défilés. Et les défilés, on a choisi le prêt-à-porter. Parce que c'était plus excitant. Parce que la haute couture, c'était toujours très classique. Oui. À cette époque-là. Et donc, on travaillait pour Cacharel. Et puis, j'avais rencontré Kenzo qui débutait. Donc, j'ai fait tous les défilés de Kenzo. Et même très rapidement, il a monté une boutique à Saint-Tropez, à la Ponche. Et il y avait le sous-sol. Et puis, il me demande, il me dit, si tu veux, moi j'ai un sous-sol qui est vachement bien, mais nous, on n'en a pas besoin, la boutique nous suffit. Monte ton salon de coiffure. À Saint-Tropez. À Saint-Tropez. Donc on a fait une saison, et on se retrouvait sur la plage avec Gilles Rest, tout ça, les gens de Saint-Tropez. On a fait la fête tout le temps. Et il y avait les gens de l'équipe qui travaillaient avec Andy Warhol, Donald Jordan, Antonio Lopez et tous ces gens-là. C'était hyper sympathique. Et puis ça a duré 6 mois, après on est revenu, et puis c'était éphémère tout ça. Oui, c'était saisonnier. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu les clés, parce que ça c'était un sacré défi de créer une agence, une agence à cette époque-là, ça n'existait pas, le coiffeur studio c'était pas encore hyper reconnu et tout. Donc c'était un sacré défi. Et quelles ont été les clés et les étapes importantes qui ont fait le succès de l'agence selon vous? C'était la nouveauté en fin de compte. Et tous les photographes nous réclamaient. Et à cette époque-là, on était la seule agence, on est monté jusqu'à 10 coiffeurs. Puis après, il y a d'autres agences qui se sont montées. D'accord. On commençait à avoir de la concurrence. Bah oui, forcément, c'est ça. Et puis on avait formé pas mal de coiffeurs. Oui, voilà. Parce que c'est ce que j'allais vous demander. Comment vous trouviez les coiffeurs du coup de l'agence? C'est des gens qui venaient se présenter, qui voulaient travailler avec nous. Et après, vous les formiez? On les formait, Ils devenaient mon assistant. Et au bout d'un moment, ils avaient rencontré les journalistes. Et puis ils partaient en studio avec leur valise. C'est ça, voilà. En fait, ce milieu-là, ça fonctionnait un peu. D'abord, il fallait que les journalistes, les photographes connaissent un peu les assistants, et au fur et à mesure, si ça se passe bien, et après. S'ils avaient un bon contact tout de suite avec les photographes et tout, le jour où j'étais pas là, ils pouvaient me remplacer. Trop bien, d'accord. Qu'est-ce qui vous plaisait le plus dans le fait parce que c'est hyper créatif le studio, trouver des idées, travailler dans la mode, travailler avec des grands photographes, des grands mannequins, les défilés aussi. Qu'est-ce que vous avez préféré dans tout ça? Dans tout ça, c'était un tout en fin de compte. C'était comme il y avait tout à faire. Et puis, lorsqu'on travaillait avec des gens comme Guy Bourdin, on s'amusait tout le temps. C'est-à-dire que là, le studio était pas loin de chez moi, il était au bout de la rue là. Et ce studio, c'était pas un studio photo ordinaire. C'était un local, mais c'était crasseux. Mais dedans, ils montaient des décors, vous voyez, pour faire ces photos. Et puis, lorsqu'ils montaient ces décors,
comme je travaillais beaucoup avec lui et je faisais des publicités avec lui, je n'avais pas besoin trop de travailler avec d'autres photographes. Donc je l'aidais à peindre les décors. C'était un travail d'équipe, en fin de compte. Tout le monde participait. Vous faisiez aussi le décor, tout ça. Des coiffeurs, on participait à tout. Où on tenait quelquefois, fallait tenir même le flash et des choses comme ça, ou le ventilateur et tout. Voilà. Donc c'est pas le coiffeur avec les mains dans les poches, il a fini sa coiffure et il attend. Non, il y a toujours des petits détails. Il y a toujours des petits détails. Voilà. Et c'est ça qui me plaisait parce que on participait à l'image, en fin de compte. Et à voir le résultat dans le magazine après se dire telle mèche, tel mouvement. Et voilà, c'est ça qui était intéressant. Et puis l'avantage, c'est que j'étais libre de faire ce que je voulais. Et la liberté. Et ça, c'était bien. Et ce que j'avais jamais retrouvé après dans les magazines. Vous voyez. Si, à part quelques rédactrices de mode, mais on n'a pas retrouvé ça. Si au L, j'ai pu créer quelque chose, un peu de choses, avec des rédactrices qui étaient un peu pointues, comme Caroline Cerf ou Karine Rothfeld. Voilà. Mais à Marie-Claire, on n'inventait rien. On faisait des coiffures, mais c'était pas. Par contre, ça nous a beaucoup apporté de clientes. Voilà. Mais par la suite. Mais on ne travaillait pas encore Marie-Claire tellement. D'accord. C'est ça, en fait. À force de vous voir dans les magazines et tout ça, vous avez eu tout le grand public qui lisait les magazines, disait mais moi je veux me faire coiffer par ce coiffeur, etc. C'est ce qui s'est produit.